7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h10 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la sœur du djihadiste français Boubacar El-Hakim, Fatma A. Bonjour Fatma. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous avez 33 ans, vous êtes la sœur de Boubacar El-Hakim, qu'on surnomma il y a quelques années de cela l'émir français de Daesh. Boubacar, donc c'est votre grand frère. Il vous a fait subir l'enfer dans votre jeunesse avant de partir en Irak et de devenir quelques années plus tard un des cadres les plus importants de l'État islamique à Raqqa, en Syrie. Vous avez raconté votre histoire dans un livre qui vient de paraître, Fatma, ça s'appelle « Mon frère, le djihad, Daesh et moi ». C'est coécrit avec Magali Serre et c'est paru donc aux éditions du Seuil. Alors, votre frère Fatma, il n'est pas très connu du grand public. Des services de renseignement, en revanche, il l'était beaucoup plus. Il est l'un des premiers Français qui est parti combattre les Américains en Irak dès le début, dès 2003. C'est un des pionniers du djihad français. Tout à fait, oui. D'ailleurs, il y a aussi mon autre grand frère qui est le premier djihadiste français mort en Irak à Falloujah. Exactement, en 2004. Alors, on va raconter un peu votre histoire, Fatma, parce que c'est de vous qu'il s'agit. Vous avez grandi à Paris, en partie dans le 12e arrondissement, puis ensuite vous avez déménagé dans un HLM du 19e arrondissement de Paris, donc tout près des Buttes-Chaumont, et connu pour cette fameuse filière des Buttes-Chaumont dont votre frère va faire partie. Vous êtes la dernière d'une fratrie de 5 enfants, et parmi eux, donc, il y a Boubacar, c'est le fils adoré de votre mère. Racontez-nous, dès 14 ans, en fait, Boubacar prend le pouvoir dans votre famille. C'est ça, tout à fait. En fait, on n'avait pas de papa, donc il n'y avait que ma mère qui s'occupait de nous. C'était le plus grand, mais mis à part le fait que c'est le plus grand, il était très charismatique, très viril, il avait une pression à la maison et on sentait que c'était un homme déjà bien même avant qu'il soit adulte. On avait l'impression qu'il était beaucoup plus âgé. Ça, c'est surtout ça qui a fait qu'il a déjà un caractère très fort. Alors, il va tomber dans l'islam radical, dans l'islam djihadiste, votre frère Boubacar. Comment ça se passe, Fatma ? Ça a été très rapide. Tellement rapide, je pense qu'on ne l'a pas vu venir. Ça a été suite à une manifestation de la Palestine à l'époque. Je me rappelle que c'était l'intifada. On est en l'an 2000, c'est ça. C'est ça. Il y avait une très très grosse manifestation. On était à la place de la République, je me rappelle encore. Donc on est parti le lendemain, je me rappelle toujours, j'étais dans le balcon avec ma maman, elle étendait le linge, et tout d'un coup il sort et il dit « Maman, j'ai fait la prière du matin, donc la prière de l'aube. » Et là il y a ma mère qui est super heureuse, elle le prend dans ses bras. Et bien sûr, il faut le comprendre parce que il était un petit peu dans les deals, dans des trafics de stupes. Donc pour une maman, je pense que pour une maman seule, vivant seule avec 5 enfants dans une cité, c'était, on va dire, un peu... pour elle, c'était très bien, quoi, qui se range un petit peu dans le chemin, on va dire, de la religion. Pour elle, c'était bénéfique. Elle n'a pas vu au début, ça c'est sûr, on ne l'a pas vu d'ailleurs. Mais ça a été très très rapide. C'est pas, ça n'a pas été... vous savez, c'est pas l'islam, en fait, qui l'a radicalisé. Il était déjà beaucoup plus radical, déjà autoritaire. Déjà, naturellement, il était beaucoup radical. Donc l'islam, ça a été, on va dire, ça a été une petite... Voilà, ça a été une petite porte pour lui, quoi. Alors, à cette époque, vous avez 11 ans, et à partir de ce moment, Fatma, votre frère Boubacar va vous imposer une loi de fer. Il vous interdit notamment d'aller à l'école à cause d'un carnet qu'il va retrouver dans votre chambre. Ça a été le tournant. J'étais dans la chambre, le bureau, il était à côté de la porte, et j'avais un petit carnet rouge avec des fleurs roses. Et c'était un carnet téléphonique avec des lettres. Et moi, j'écrivais en fait tous les prénoms des personnes qui étaient dans ma classe, ou peut-être même de mon école, j'ai pas trop le souvenir, mais j'ai ce souvenir d'avoir écrit ce prénom Oussama avec un cœur, parce que ce garçon me défendait énormément à l'époque. J'étais un petit peu ronde. C'est un petit garçon qui est dans votre classe. Exactement, oui. Et qui est gentil avec vous, c'est ça? Tout à fait. Et à cause de ça, ça a été la malédiction. Donc depuis ce jour, il a trouvé ce carnet, il est rentré dans la chambre, il a pris le carnet, il l'a arraché. Et là, il m'emmène dans le salon, il m'a tenu les pieds et après il m'a frappé. J'ai pas le souvenir. Il m'a frappé avec quoi? Je sais pas, si c'est un bâton, si c'est une ceinture, j'ai pas le souvenir. Donc je vais pas inventer. Mais il m'avait frappé et ce jour-là, il y avait ma mère qui me regardait et il y avait mon frère qui me dépasse de 3 ans, Ali, qui pleurait. Et il lui a dit, si toi tu pleures encore, tu vas avoir la même chose.
Et c'est quoi votre vie justement à partir de ce moment où vous allez plus à l'école, Fatma? Ça a été un enfer, ça a été la maison 24 heures sur 24. C'est comme je le disais d'ailleurs, d'avoir porté, on va dire, le niqab. Vous savez, c'est le voile intégral qui cache les yeux, le visage. Vous savez que c'était pas tellement nécessaire de le porter vu que je ne sortais pas. Et vous avez 11 ans et vous portez le niqab? Ah oui, totalement. Et je me rappelle qu'il y avait même cette période où il y avait la canicule. Il y avait une période où il y avait la canicule en France et c'était à ce moment-là. Et les seules sorties qu'on faisait, c'était pour aller au taxiphone et pour appeler mon frère qui était en Syrie à cette époque, parce qu'il étudiait entre guillemets la langue arabe, qui bien après est parti bien au-delà de la langue arabe. Mais effectivement, ça a été un enfer. Hein. J'étais dans la maison toute la journée cloîtrée. C'est bien pour cela que j'étais même en surpoids à un moment donné. Je faisais que de manger. Et vous savez, je vais pas vous mentir, j'ai aucun souvenir de ce que je faisais à la maison. J'ai pas de souvenir et je pense que c'est normal parce que je ne faisais rien en vrai. Donc là, on est en 2003. Après la Syrie, votre frère Boubacar part en Irak combattre les Américains. Pendant des années, il fait des allers-retours avec la France sans être inquiété. En 2009, finalement, il est arrêté. Et depuis sa cellule, il vous ordonne de vous marier avec Peter Sherif, qui a été condamné en septembre dernier, Peter Sherif, pour son rôle dans l'attentat de Charlie Hebdo en 2015. Comment se passe la vie maritale avec Peter Sherif, Fatma? Donc déjà au début ça va, pour moi c'était pas trop non plus, c'était pas très merdique qu'au début. Donc il y a eu cette première relation qui s'est avérée avec lui quand on était tout seul. Et après j'ai fugué une première fois parce que j'en avais marre. Et quand j'ai fugué la première fois, j'ai cru en fait que quand j'allais fuguer, on allait ressentir ma peine, qu'on allait ressentir que j'étais pas bien, que j'étais pas d'accord. Et vous voyez, même après ma première fugue, hein, je suis pas partie voir une assistante sociale ou aller porter plainte. Pour moi, c'était quelque chose qui était impossible. C'était impossible. J'ai tellement peur de mon frère, de tout ce qui l'entoure. Hein. C'est même pas que lui, de tout ce qui l'entoure. Donc, par la suite, Peter Sherif m'a emmenée chez sa mère. Et c'est à ce moment-là que j'ai été séquestrée. Exactement, que la porte de la maison était fermée à clé. Tout à fait. Et à ce moment-là, je suis restée un bon moment. Je me rappelle que ça a duré un bon moment. Et un 31 décembre, je me suis barrée. J'ai pris vous profitez que la maman de Peter Sherif a oublié de refermer derrière elle. Elle oublie une baguette. J'ai sauvé ma vie grâce à une baguette oubliée. Voilà, et en ressortant chercher le pain, elle oublie de refermer derrière elle. Et là, vous profitez de ce moment pour vous échapper. Exactement. Rien que d'en parler, je suis tellement heureuse. C'est un sentiment que j'ai aussi aujourd'hui. J'avais très peur, mais j'étais très heureuse et j'ai pu le faire en fait. C'est dur, hein. Vous savez, c'est dur de faire le premier pas. C'est très très dur. Et alors en 2016, la DGSI vous arrête, les services de renseignement français. Votre frère vient d'être tué par un drone américain en Syrie. Vous ignorez alors qu'il est mort. Et cette garde à vue au siège de la DGSI, c'est un moment très dur pour vous, Fatma. C'est pas la mort de mon frère qui a été très dure. Je peux vous rassurer, c'est plutôt la DGSI qui est venue me chercher et qu'après, vous savez, et c'est à ce moment-là que je m'en rends compte que vraiment, notre famille, c'est un cas exceptionnel, il faut le dire. Hein. Je pense que c'est à ce moment-là, quand je vois que réellement, en fait, vraiment, c'est vrai, toute ma famille était là-bas, ma mère, tout ça, tout s'est chamboulé dans ma tête, tout ce que j'ai vécu. Et vous savez, c'était la première fois que je parle de ma famille. C'est la première fois, en fait, c'était avec la DGSI que je parle de ma famille et surtout que je dis ce que je pense, parce que je ne l'ai jamais dit à haute voix à ma mère ou à mes frères. Et votre famille, d'ailleurs, elle est où aujourd'hui? Je rappelle, hein, vous avez grandi avec votre maman, vous étiez 5 frères et sœurs. Ils sont où aujourd'hui, Eh ben, vous voyez, il n'y a plus personne. Il reste un frère qui est détenu chez les Kurdes, encore là-bas. Son fils qui a été rapatrié, heureusement. Je remercie Dieu pour ça. Et j'ai une sœur, elle aussi, qui vit en France. Enfin, tout se passe bien pour l'instant, ça va. Elle refait sa vie, elle commence à se reconstruire petit à petit. Mais clairement, vous vous en rendez compte, c'est une famille de 5. Donc 5 frères et sœurs avec une maman, donc 6 personnes. Il n'en reste plus personne. Il ne reste votre maman? Plus personne. Ma mère, elle est décédée en Syrie, à Raqqa. D'après, j'ai essayé un petit peu d'avoir des informations par rapport à elle. Donc j'ai su qu'elle est décédée en 2017 à Raqqa. Et vous, comment vous allez aujourd'hui, Fatma? Moi, écoutez, très heureuse. Vraiment, je suis vraiment heureuse. Ouais. Vous avez trouvé un bon mari, c'est ça aussi, depuis un très bon mari qui s'occupe merveilleusement de moi, de mes enfants. On a 3 enfants, ça se passe super bien.
Et oui. Et ouais, des fois, dans des histoires de merde, il y a une bonne fin. Ben, je l'ai, cette bonne fin. Effectivement. C'est loin d'être la fin, vous n'avez que 33 ans. En tout cas, merci d'être venu témoigner au micro d'Europe 1. Je rappelle le titre de votre livre, donc coécrit avec Magali Serre, qui est à vos côtés pendant tout au long de cet entretien. Mon frère, le djihad, Daesh et moi. C'est très émouvant, c'est très intéressant, c'est très dur aussi comme récit. C'est aux éditions du Seuil. Merci Fatma d'être venue. Merci à vous.